Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Pour Parler Christophe Hague. Bonjour Christophe, comment tu vas? Bonjour Julien, écoute, je vais très très bien. Je reviens d'Annecy, j'ai fait le plein d'énergie, l'air était frais, vivifiant, donc je suis à toi. Fantastique. Eh ben, on va partager aujourd'hui sur le sujet notamment de ton dernier ouvrage qui est La chance. Tu nous donneras les secrets pour être chanceux ou en tout cas pour avoir plus de chance dans son quotidien. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ouais, alors j'écris des bouquins, je suis prof à EM Lyon, Business Ouais. School, et je travaille sur différentes thématiques, mais plutôt des choses autour des émotions, de l'intuition, de l'intelligence émotionnelle. On a d'ailleurs créé un instrument de mesure de l'intelligence émotionnelle pour les managers spécifiques. Donc voilà. Et moi, j'ai un peu la particularité de travailler avec des populations atypiques. Donc d'ailleurs, dans le dernier bouquin, je travaille avec des chasseurs de trésors, la seule survivante d'un crash d'avion, des spécialistes des requins blancs. Dans les autres, je bossais beaucoup avec des astronautes, avec des membres du RAID. Et en fait, Mhm. je vais dans ces univers-là parce que moi, je me définis comme un tératologue. Alors, tératologue, c'est quoi? Alors, il y a rien de sectaire ou de bizarre là-dedans. Moi, j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien Ok. étudier les monstres pour comprendre le genre humain. Donc, j'aime bien aller dans des milieux extrêmes pour comprendre finalement notre quotidien. Parce que quand tu vas dans ces univers-là, c'est comme si tu voyais tout à la loupe grossissante et plein de phénomènes comportementaux, psychiques, psychologiques, de manière très claire, qui opèrent en fait dans notre quotidien, mais de manière un peu moins visible. Là, c'est tout super visible, donc tu arrives bien à craquer cette espèce de Da Vinci Code comportemental. Et ça te Mhm. permet après de tirer tout un tas de leçons pour nos vies qui sont extraordinaires. Mais des fois, voilà, on n'est pas toujours face à la mort, on face à des situations de stress extrême. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ça puisse servir tout le monde, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Oui, parce que, enfin, dans les grandes lignes, pour résumer ton livre, c'est que la chance, c'est pas une question de chance. Un peu de choses près, si je dois le résumer. Moi, je dis, et c'est pas de moi, c'est de Jacques Séguéla qui me l'a chuchoté à l'oreille lorsque je disais, eh, tiens, je cherche une phrase d'accroche un petit peu. Voilà, on s'était vu à Paris, on parlait et tout. Ouais. Et il me sort d'un coup, il me fait, tu sais, le hasard ne frappe jamais par hasard. Et je dis, waouh, bon, c'est pas le pape de la pub pour rien. Et il se Génial. trouve qu'en fait, oui, oui, moi, dans ce bouquin, je m'intéresse pas à la chance isolée Ouais. qu'on pourrait appeler le pur hasard, etc. Donc je m'intéresse pas finalement aux gagnants du loto ou à un phénomène comme ça très 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 Mhm. rare. Je m'intéresse à la chance durable. Comment est-ce que les personnes arrivent en fait à se créer plein d'opportunités de manière fréquente, régulière dans leur vie. Et cette chance durable, moi je l'ai définie d'ailleurs comme le résultat d'une cohérence parfaite avec toi-même, avec soi-même. Pour moi, Ok. c'est presque une capacité, une compétence à apprivoiser l'inattendu. Et quand je dis inattendu, c'est les bonnes comme les mauvaises surprises. Comment tu peux rentabiliser ce qui t'arrive? Donc c'est cette chance-là qui m'intéresse. Et pour la comprendre, voilà, je suis allé dans des milieux assez assez extrêmes Mhm. parce que voilà, quand tu vas voir des chasseurs de trésors qui trouvent des cités mayas, qui arrivent à trouver des épaves au fond des océans qui sont recherchés depuis je sais pas combien de temps. Donc bref, à dénicher des aiguilles dans des bottes de foin, tu dis mais attends, ils ont un truc en plus. Donc l'idée, c'était vraiment de s'inspirer de ces personnes qui à chaque fois arrivent à forcer le destin, ou plutôt je dirais à apprivoiser le destin, parce que ce sont des personnes qui, toi, s'il fallait donner une image, c'est un peu comme toi, un kayakiste
C'est pas des Mhm. personnes qui vont lutter contre le courant, ok, elles vont pas aller à contre-courant parce que là tu perds plein d'énergie. C'est pas des personnes qui mettent les deux mains en l'air et qui se laissent guider par le courant parce que là tu vas finalement pas où tu avais envie d'aller et tu te laisses téléguider dans la vie. Ce sont des personnes qui tiennent compte de leur environnement mais qui sont capables à chaque fois, s'il fallait donner une image, c'est comme ça de donner des petits coups de pagaie, un coup à Mhm. gauche, un coup à droite. Donc pour rester en résonance avec leurs intentions premières, avec ce qu'elles ont vraiment envie de réaliser dans leur vie, tout en prenant en compte cette vie, ce courant de la vie qui t'amène et qui te drive un petit peu. C'est une très belle c'est une très belle métaphore. Alors c'est intéressant parce que tu viens de répondre quasiment à cette première question que j'avais en tête. C'est-à-dire que tu différencies la chance du hasard, dans le sens où le Mm, hasard c'est un épiphénomène qui peut t'arriver une fois. Voilà, tu joues au mm, loto et tu gagnes et à la bonne heure, alors que la chance, toi tu vas vraiment la définir comme une compétence, c'est-à-dire c'est cette notion que tu as dans ton livre quasiment de serial vénard, c'est-à-dire c'est cette mm. capacité à rebondir et à avoir des opportunités dans la régularité, c'est ça, hein? Ouais. Et d'ailleurs, pour en venir à ces céréales chanceux, Ouais. moi j'ai fait des rencontres aussi de céréales poissards en fait. Et Et c'est ça un peu existe? que, ouais, ça existe. Tu as par exemple le cas de Damien. Alors Damien, il y a deux dates qui le caractérisent. C'est le 13 novembre 2015 et un mardi soir de 2018. Et donc 13 novembre 2015, il était au Bataclan. Il Mhm. était vraiment dans l'œil du cyclone et il a subi le truc. Enfin, il avait des corps sur lui, donc il y avait vraiment cette attaque terroriste qui était. Il l'a vécu quoi, dans De sa l'intérieur? chair, dans sa tête. Mais il a réussi à survivre à ça. Et il se trouve que 3 ans plus tard, Damien, il revenait en fait d'une espèce de répète, voilà, une répète avec son groupe de rock. Il est au volant de sa titine, de sa voiture, hein, comme il l'appelle. Et là, blackout, et en fait, il y a un accident, sa voiture fait des tonneaux, etc. Et il se réveille en chaise roulante. Donc Damien, tu vois, enfin, plein de phénomènes comme ça, tout, la poisse, la poisse, la poisse. Mais Et, est-ce que ça veut dire que c'est autant le hasard, donc ça t'arrive, enfin, tu vois, par exemple, quand tu es au Bataclan, c'est vraiment une notion de hasard. On peut hum, pas dire qu'il y a une compétence qui fait que tu pouvais être là ou pas là, hum. mais est-ce que le fait d'avoir cette serial poissard, c'est une compétence inversée ou c'est vraiment une succession, pour le coup, vraiment de malchance, tout simplement? T'as les deux, mais t'as aussi un moment que tu rentres, toi, dans la croyance que t'es un serial poissard. Et donc, tu vois, Ok, une prophétie autoréalisatrice. Et il se trouve que ok. lui, même dans sa vie, il avait un peu perdu confiance, il avait un peu moins d'estime, etc. Et donc, il lui arrivait finalement des choses négatives parce que quand tu penses des choses toxiques sur toi ou des choses, voilà, qui sont pas forcément réjouissantes, t'attires ça. Mais même d'un point de vue comportemental, en fait, tu accueilles, en fait, des choses un peu moins Mhm. sympas. Mais à un moment, il a réussi à renverser la vapeur parce que il s'est posé la question ultime. Et c'est une question, je te dis rien que de t'en parler, Julien, franchement, j'ai la chair de poule parce que je me la pose depuis. Et Damien, j'ai conversé pendant plusieurs années avec lui, hein, pour le Ça convaincre m'intéresse. de participer et tout. Et cette question, elle est à mon sens fondamentale. Et il la pose dans le livre et il y répond. Et je vais te dire ce qu'il répond à cette question. Donc cette question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à perdre dans la vie? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans la vie? Et Waouh. la réponse de Damien, moi, elle m'a scotché parce qu'il me dit, tu sais, j'étais pas prêt à perdre mes mains parce que mes mains, voilà, elles jouent de la gratte. La gratte, la guitare, c'est Mhm. son thérapeute. C'est elle qui lui permet de sortir de certains coups de blues. Il a vraiment la musicalité qui coule dans Dans le ses sang. veines, quoi. C'est une Mhm. raison d'être. Voilà. Après, il dit la tête. Moi, non, je suis pas prêt à perdre la tête. Donc, autour de lui, il voit les personnes qui ont Alzheimer, qui ont des troubles psychiques, cognitifs, etc. Et tu vois, quand tu perds la boule, en fait, tu perds le sens que tu donnes aussi à la vie. Il dit le Bien seul sûr. truc que j'étais prêt à perdre sont mes jambes. Il l'a accepté comme ça. Et si tu veux, il a compris que quand tu es dans l'acceptation d'un coup de malchance, d'un revers dans la vie, en fait, c'est comme ça que tu avances. Et il se trouve que quand tu te mets à accepter un mauvais coup, ok, un coup de malchance, en règle générale, et ça, je l'ai observé auprès de plongeurs extrêmes polaires comme Alban Michon, etc., qui sont des types super connus, qui font des expéditions, voilà, et Mhm. qui plongent sous la glace. Types, ils te disent une chose assez folle qu'ils ont observée chez eux, chez d'autres. Ils disent, en fait, il faut à peine 15 jours pour digérer psychiquement un coup dur. 15 jours.
Et C'est pas on énorme. l'a vu même avec le Covid, on l'a vu. Alors tu sais, on croit toujours la courbe du deuil qui met un an, passe Hum, par plein d'émotions, par d'Elisabeth machin. Kubler-Ross. Voilà. Et en réalité, ces derniers temps, en tout cas, ce phénomène, il a accéléré. Et en fait, on commence à rebondir en termes de résilience, etc., au bout de 15 jours. Tu le vois avec la crise en Ukraine, tu le vois avec le Covid. Tu vois, on a les 15 premiers jours, coup dur, quoi, compliqué, etc. Et au bout d'un moment, ton cerveau s'est adapté. D'ailleurs, ton cerveau, c'est quoi? Cet organe, il a été conçu, en fait, pour s'adapter, en fait. C'est son rôle premier. Sauf qu'on est dans une société, on le décharge de tout. Il y a plein Bien de sûr. satellites autour de notre tête. On a des apps pour à peu près tout, mais pour se guider en bagnole, pour trouver l'âme sœur, pour commander une pizza. En fait, on a créé comme ça tout un tas de satellites, de micro-cerveaux autour de notre cerveau principal qui le déchargent. Et au Et final, tu lui quand apportes de tu la décharges, dopamine notamment. C'est ça. Le fait d'avoir une vie facile lui apporte du plaisir au cerveau. voilà. Et alors que le cerveau, lui, il fonctionne au désir. Et c'est ça qui le fait aussi avancer. Et Ouais. quelque part, c'est comme s'il bossait plus, quoi. Donc la machine, elle se rouille un peu. Et ça, c'est bon, bref, c'est fâcheux parce que le cerveau, lui, il demande en fait à remplir son rôle fondamental d'adaptation. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Donc il se trouve que ce qu'on a vécu là avec la crise du Covid, ça nous a permis de se renforcer en fait. Alors même si le cerveau n'est pas un muscle, mais on s'est musclé grâce à tous ces épisodes émotionnels qui nous ont qui nous ont vraiment marqués, qui nous ont bousculés, etc. Donc c'était vraiment genre session de rattrapage pour les cancres de la gestion émotionnelle. Et le cerveau, à force de s'en prendre plein la tête, sans mauvais jeu de mots, il s'est remis en route. Il s'est remis en route et il a commencé à refonctionner à plein régime, quoi. Et c'est là où justement c'est là où on a justement accéléré en fait cette fameuse digestion psychique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable plus facilement en tout cas pour certaines personnes, pas toutes, hein, parce qu'il y a encore des personnes en souffrance qui n'ont pas compris que tout ce qui nous arrivait pouvait être aussi une chance. Covid, l'acronyme de Covid, moi je l'ai redéfini. Hein. Pour moi, c'est une chance qui nous est offerte de valider notre vrai ID, notre vraie identité. Je crois que c'est dans ces moments-là où tu arrives à avoir une lucidité de soi, savoir ce que tu veux vraiment dans la vie. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de personnes qui se sont réorientées, qui ont changé de vie, etc., ou qui ont changé des choses dans leur hygiène de vie, dans leur façon de penser, et qui ont remis aussi le cerveau là où il devait être. Et tout ça a fait que on a accéléré notre gestion des mauvais coups, parce que les mauvais coups, ils sont toujours accompagnés d'une charge émotionnelle forte. Et d'ailleurs, les serial chanceux, ces personnes-là, comme Damien dont on parlait précédemment, Damien, il est capable aujourd'hui de recycler les coups de malchance. Ça, c'est une caractéristique des supra-chanceux. C'est intéressant, c'est un concept, mais tu seras beaucoup plus pertinent que moi là-dessus, mais qu'on trouve en psychologie, qui est le cadrage de sens. Tu as toujours les gens qui verront le verre à moitié vide. Et toi, ce que tu dis, c'est que en fait, même dans ce verre à moitié vide, on peut le voir à moitié plein. Et c'est intéressant parce que moi, ma première passion, je t'en avais parlé, c'était la magie. C'est la magie et j'avais suivi les travaux de Richard Wiseman, qui s'est beaucoup intéressé à la chance et qui disait, alors de mémoire, que sur des populations qu'il avait étudiées qui se considéraient elles-mêmes extrêmement chanceuses ou extrêmement malchanceuses, donc il n'y avait pas forcément de moyenne, c'était des gens qui étaient sur des extrêmes. Lui, son travail avait montré que c'était des gens qui avaient dans leur vie à peu près les mêmes aléas, sauf que les chanceux en faisaient quelque chose de positif. Et toi, ce que tu disais, c'est d'une certaine manière, c'est que les malchanceux voient le côté négatif dedans, et après, t'attires peut-être aussi ce que tu penses, tu crées tes prophéties autoréalisatrices,
J'ai bien aimé, et donc ça va nous amener même là-dessus, sur ta définition de la chance dans ton livre, tu fais une équation qui parle de vibration, de qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je suis. Ouais, alors c'est même pas moi qui l'a fait, c'est une première, j'allais dire mondiale, c'est un physicien quantique qui a obtenu plein de prix, qui publie des super papiers dans des top revues académiques. Et ouais, il a mis l'équation en chance, et lui il dit en fait que plus tu vibres en conscience tes intentions, alors sans être dans le mental, dans la planification, dans l'ego, et ben plus tu as de la chance. Et donc il définit tout ça, il donne des images, il parle du film L'Agence, etc. Mais tu sais, d'ailleurs il donne cette image qui est sympa, il te dit en gros on est tous à marcher dans un espèce de gros tuyau. Dans ce tuyau-là, et ce tuyau, imagine que ce tuyau il repose en fait sur de l'eau. Et ce tuyau, bah, c'est ton futur en fait, hein, c'est le tracé comme ça du futur. Mais il se trouve que quand tu fais un pas à droite ou un pas à gauche dans ce tuyau, bah, ton tuyau il va basculer d'un côté ou de l'autre. Bien sûr. Donc, tu peux avoir une action en fait sur ce tuyau et sur le tout. Et donc ça, il le définit à fond dans le livre. Et pour rebondir encore sur ce que tu disais précédemment, tu sais, face à un même événement, le fait que le chanceux il va arriver ou alors il va arriver à mieux digérer quelque chose qui est négatif, c'est parce qu'il a compris une chose élémentaire, c'est que quand tu as un événement qui est tout pourri, tu as une bad news qui t'arrive, en fait, vu qu'elle est chargée émotionnellement, c'est juste l'habillage qui est tout pourri, qui est désagréable, qui est déplaisant, qui est noirci, qui est même puant. Mais si tu casses ça, si tu casses cette enveloppe-là, si tu retires tout ça, tout le mauvais, hein, comme dans un fruit, tu sais, qui te semble un peu pourri en surface, mais il te reste en fait l'élément nutritif à la base, dans le noyau, etc. Et ça, en fait, cette charge émotionnelle, bah, c'est de l'essence que tu peux mettre dans ton moteur. C'est utile. L'étymologie du mot émotion, ex movere, c'est-à-dire mettre en mouvement. C'est ça qui te met en mouvement. Et ben, il suffit à un moment de te dire, OK, là, il y a un truc qui est pourri, mais en fait, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue psychique, c'est super chargé. Ça peut me tonifier. C'est de l'espèce de vitamine C psychique. Bah, à moi de la réutiliser pour l'amener dans le bon sens. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc élémentaire que dit Wiseman, que dit Philippe Gabillet, etc. Oui. C'est que les chances, ce que disent aussi les chasseurs de trésors dans le bouquin, avec leurs mots, mais en gros, les chanceux, ils bougent en fait. Moi, je dis toujours, mieux vaut un con qui bouge que 10 intellectuels assis. Abraham Lincoln, il disait, bah, il peut arriver des choses à ceux qui attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui ont foncé. Et on sait que la chance, en fait, pour qu'elle pour qu'elle existe, en fait, pour créer des opportunités, il faut que tu sois dans l'action. Et il faut que tu sois au contact des autres. La chance, elle ne peut pas naître dans un contexte où tu es totalement isolé, où tu es loin des autres. Quand tu donnes sa chance à autrui, la probabilité est très très forte qu'un jour ou l'autre, tu vas avoir une espèce de retour sur investissement, même si tu n'as pas calculé ce retour sur investissement. Oui. D'ailleurs, il y a tout je ne sais pas si tu avais vu, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas loin du titre du bouquin, mais sur LinkedIn, il y a tout un mouvement hashtag avec, je crois que c'est provoquons notre chance ou provoquons la chance, et où tu as des gens avec un réseau extrêmement touffu, extrêmement large, qui en font profiter en fait des personnes qui sont en précarité, qui ont un réseau tout maigrichon, etc. Et donc en gros, ce mouvement-là invitait les personnes, qui étaient au centre de la toile d'araignée, de donner en fait accès aux autres personnes. Et ben, en faisant ça, t'es pas à l'abri qu'un jour il y a quelqu'un qui toque à ta porte avec une bonne nouvelle ou avec une mise en relation ou avec un service qui pourra te rendre ou quelque chose. Bref, et en tout cas, une chose est sûre. Le chanceux, il a compris que pour provoquer la chance, faut produire un enchantement. Comme dans Harry Potter, son enchantement du Patronus. Et ça, c'est Annette Erfkens qui me l'a livré. Et Annette Erfkens, donc on est le 14 novembre 1992, et Annette Erfkens, elle est à bord du Yak 40. Alors, un Yak 40, donc c'est un avion, petite parenthèse, ne prenez jamais de Yak 40. C'est vraiment l'avion, un des avions les plus dangereux au monde. Ça, si tu veux, ça vibre de partout, il y a des pannes moteurs, tout le truc pourri. Et il se trouve que Annette, elle prend, alors qu'elle avait une intuition qui disait de ne pas le prendre, cet avion, parce qu'elle devait se rendre dans une station balnéaire au Vietnam avec son amoureux de toujours, Patch. Et cet avion, en fait, s'écrase en pleine jungle vietnamienne.
Et Annette est la seule survivante de ce crash. Et elle survit 8 jours seule dans la jungle. Alors, elle a les 2 jambes brisées, elle a un poumon perforé, elle a la mâchoire cassée, il y a plein de petites bestioles. Enfin bon, bref, le truc horrible. Et là, Annette, ce qui lui a permis justement de transformer cette malchance en chance et de trouver de la résilience, de la force d'avancer, c'est justement cet enchantement-là, ce Patronus. Quand tu regardes Harry Potter, quand il est attaqué par des détracteurs, des monstres, il va faire cet enchantement et derrière, il va avoir une espèce de bulle de protection. Et cette bulle de protection le maintient dans des émotions bénéfiques, des émotions bienveillantes, aidantes. Et d'où elles viennent ces émotions? Elles viennent de tous les souvenirs émotionnels positifs qu'il a eus avec les gens qu'il aime ou qu'il considère. Et pour Harry Potter, ce sont des souvenirs de ses parents, des choses comme ça. Eh bien, donc, c'est cette notion d'ancrage. C'est comment tu ancres, tu vas chercher le meilleur de toi dans une situation qui n'est pas forcément à ton avantage. Voilà, et comment en fait tous les émotions positives que tu as partagées avec les autres, tous ces moments de joie, de choses que tu as créés avec autrui, alors ça tu peux le transposer à l'entreprise, hein, tous les liens, les partenariats, même les négos, des choses positives que tu as fait avec autrui, en cas de coup dur, tout ça remonte à la surface de ton cerveau et en fait tu baignes dans ces pensées-là et ces pensées te donnent en fait de l'espoir de t'en sortir, de l'espoir de créer quelque chose. Et Annette, c'est comme ça qu'elle a survécu. Et d'ailleurs, elle te dira, elle n'a pas eu peur une seule seconde, malgré les bruits bizarres, malgré le contexte catastrophique dans lequel elle était. Pas une fois, Annette, elle a eu peur. Et c'est ça. Tu vois, le Covid nous a enlevé le goût. Hein, pour certains, le goût, l'odorat, le machin. Il nous a même ôté le goût de l'autre, si cher à Jean-Pierre Bacry, avec des gens qui se sont retrouvés un peu en PLS, isolés, qui ne voulaient plus voir les autres par peur de choper le virus et tout. Moi, je suis pour qu'on réhabilite le goût de l'autre parce que c'est ce qui fait notre force en tant qu'espèce humaine. C'est pour ça qu'on est tout en haut de la pyramide des espèces. C'est pas parce qu'on n'a pas la force musculaire d'un ours, on n'a pas les incisives d'un T-Rex. Ce qui fait notre force, c'est notre capacité à créer du lien avec les autres, à créer des synergies collectives, affectives, à réaliser des grandes choses. Tu prends l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, seul, il n'envoie personne sur la Lune. Ça a été une synergie collective qui fait que. Bon, bref, donc pour moi, la vraie valeur refuge, c'est pas l'or, c'est pas la pierre, c'est l'autre en fait. Et ça, le serial chanceux, il l'a vachement compris. Et quand je te parlais avant de Damien qui était à un moment un serial poissard, moi je m'étais dit, attends, à l'autre bout du continuum, tu as des gens aussi qui ont une chance extraordinaire. C'est un peu comme dans ce film Incassable, tu sais, quand tu as Elijah Price, interprété par Samuel L. Jackson, qui lui est extrêmement cassable, qui a une maladie des os, etc., il découvre qu'à un moment, il y a des gens qui sont antagonistes en fait à lui et qui sont incassables. Et donc, si tu veux, chance, malchance, c'est les deux faces d'une même pièce. Et quelquefois, certaines personnes vont activer des facteurs chance et vont basculer du côté pile. Et d'autres fois, ces facteurs-là vont être inactifs parce qu'elles n'en ont pas conscience, parce qu'elles n'ont pas compris. C'est ça l'objectif de le bouquin dont tu parlais, que j'ai écrit. C'est vraiment ça, c'est de donner vraiment plein de choses à picorer. Tu prends ce que tu as envie et derrière, tu regardes ce qui peut résonner avec toi, ta perso, ton quotidien. Et vraiment, il y a des choses qui m'ont surpris. Quand j'écris un bouquin, il faut d'abord que je sois le premier surpris. Et il y a des choses dans ce bouquin où je me dis, mais c'est fou, les types, ils pensaient, ils rentrent dans ce schéma mental-là, c'est simple en fait. Et ça te permet de basculer. Et moi, je pense que les grandes vérités sur l'être humain sont aussi les plus simples. Et si simples en fait qu'un enfant doit les comprendre. Et si un enfant n'arrive pas à comprendre mon bouquin, c'est que finalement, j'ai pas fait le job. Non mais c'est assez clair et puis le livre est plein d'anecdotes, il est plein de conseils très pratiques et on sent qu'en fait c'est cette notion de ce que tu dis de sortir peut-être de sa zone de confort qui nous agrandit notre zone d'opportunité dans cette capacité à être dans l'action, à créer du lien. Et c'est intéressant parce que quand je réfléchis à mon très court parcours aujourd'hui, là où j'en suis pour moi, c'est qu'une question de rencontre.
Et c'est une question de rencontre et en fait de chance au départ. Et je me suis toujours fait la réflexion, si tu veux, que tu pouvais pas avoir des grosses opportunités si tu n'avais pas de moyennes opportunités. Et tu pouvais pas avoir des moyennes opportunités dans ta vie si tu n'avais pas des petites opportunités. Et ces petites opportunités, parce que je m'en souviens encore, comme si c'était hier, avoir avec des copains parler il y a quelques années de ce que je faisais et des copains me dire, mais toi, tu as de la chance. Et de me dire, en fait, la première action qui fait que j'en suis là aujourd'hui, je me souviens, hein, c'est un samedi, j'étais étudiant, donc j'avais mon bac plus 5, et notre directeur du master à la Sorbonne nous dit qui voudrait venir au salon des masters, c'est le samedi matin à 10h. Autant te dire que quand tu es étudiant, c'est le jour et l'horaire que tu veux pas. Et on était en stage. Et je suis le seul de ma promo, parce que pour moi, je me sens une dette à la Sorbonne. Et j'étais le seul de la promo à venir à 10h du matin à la Sorbonne, alors que j'habitais pas Paris, pour une prise de parole de 2 minutes ou 3 minutes en plein milieu d'un amphithéâtre. Et voilà. Et en fait, cette opportunité, l'année d'après, s'est transformée en disant, ben, Julien, est-ce que tu voudrais faire un retour d'expérience sur ton stage aux étudiants? Puis rapidement, est-ce que tu voudrais faire une intervention sur ton métier? Puis est-ce que tu pourrais faire un cours de négo? Et puis un doctorat, plus de rencontres, etc. Mais en fait, pardon? Non, mais ce que tu dis là est fondamental, c'est-à-dire que tu t'es rendu disponible. En fait, Ouais. les serial chanceux, moi, que j'ai observé dans le bouquin, c'est vraiment des personnes qui, à un moment, ont du temps de cerveau dispo pour laisser, voilà, pour faire les choses. Et il y a même un truc qu'on peut facilement installer dans nos vies, c'est ce que moi j'appelle les yes days. Les Ouais, yes tu m'en days, avais c'est parlé. quoi? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai 52 dates dans mon agenda Outlook et je déteste planifier les choses, hein. Mais ça, je le fais avec un logiciel voilà, qui me fait le truc aléatoire. J'ai 52 dates. En fait, c'est 52 demi-journées qui sont comme ça éparpillées dans l'année. Et si on me contacte dans un de ces créneaux-là, eh bien, je suis forcé de dire oui. Alors, tu vois, dans les limites éthiques, etc. Mais je dis oui. C'est pas mes gamins qui me demandent un truc. C'est-à-dire que sur une émission radio, tu peux dire non. Non, mais c'est vraiment ça. C'est le truc. Et je me dis, là, par contre, tu dis oui, que ce soit une conférence, une interview, je sais pas, un service qu'on me demande, même un truc, le truc le plus chiant possible. Mais je veux être dispo pour ça. Et bien sûr, alors des fois, tu as tout un tas de trucs, tu dis, ah, punaise, etc. Mais si tu savais le nombre derrière d'opportunités parce qu'on est quand même dans le pays du non. Et moi, je veux qu'on réhabilite en fait le oui, voilà, que des voyelles. Et ça te donne des opportunités. Alors, ne serait-ce que dans ce bouquin, où à un moment, j'avais donné comme ça une grosse conférence pour un YouTuber célèbre. Et donc, j'avais fait cette conférence et tout. Et à un moment, je reçois un message sur Messenger que j'ouvre jamais. Messenger, c'est pas du tout, tu vois, mon canal de communication, d'une certaine Sylvie. Et Sylvie, elle me parle, au début, elle est coach, etc. Elle me parle, tu vois, de choses et d'autres. Tiens, vous avez fait des tests sur l'intelligence. On parle comme ça. Elle m'a dit, mais vous en êtes où de la phase de votre écriture, de l'écriture, pardon, de votre dernier bouquin? Et je dis, là, je suis en train de réfléchir au dernier chapitre. Elle me fait, ça vous dirait une plongée dans le Grand Bleu? Quoi? Et là, elle me dit, en fait, moi, je suis apnéiste, je connais des apnéistes professionnels, des champions du monde, je connais l'équipe des anciens qui ont bossé avec le commandant Cousteau, des spécialistes des requins. En fait, le dernier chapitre de mon bouquin, je l'ai vu. il m'a été amené, mais parce que j'ai répondu à Sylvie favorablement, j'étais dans un yes day, hein. Je lui ai dit, oui, ok, on parle, machin, on s'appelle, tout ce que tu veux, on parle. Et je veux dire, 72 heures plus tard, elle m'amène sur un plateau sans que je réclame rien, sans que je sois dans cette espèce de demande ou j'en sais rien, ou d'attente de retour sur investissement. Et d'un coup, j'ai tout un chapitre qui m'a passionné, qui était extraordinaire. Donc le Yes Day, c'est un machin de fou et ça fonctionne super bien, quoi. Et je pense qu'il y a un autre truc. Tu sais, on est dans une société, et ça, les serial chanceux du bouquin l'ont aussi compris, où on rumine beaucoup. On complexifie beaucoup. On s'invente même des problèmes. Tu vois, aujourd'hui, tu as 9 pensées anxiogènes sur 10 qui sont totalement factices. C'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. Vraiment, tu souffles dessus. Il n'y a pas de raison d'être, en fait, de ces pointes d'angoisse. Elles viennent soit des chaînes d'actualité, tu vois, quand tu restes scotché à ça et que tu ressens en intraveineuse de l'angoisse, soit de trucs quand tu as de croyances limitantes, toutes choses comme ça. Mais tu en as 9 sur 10 qui sont totalement infondées. Moi, j'ai envie de dire un truc à tes auditeurs, c'est que
plus c'est compliqué, moins faut réfléchir. Plus c'est compliqué, moins faut réfléchir. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur les mécanismes intuitifs, voilà, avec différents types de populations, et notamment des réalisateurs de cinéma à Hollywood. On a vraiment mené l'enquête avec des collègues chercheurs à Los Angeles à l'époque. Et on remarque qu'effectivement, plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Et ça vaut si aussi. tu réfléchis moins, tu laisses place à quoi à ce moment-là? Et ben en fait, tu accueilles plus facilement tes émotions. Et ce qu'on oublie, c'est que les émotions. Alors oui, il y a des émotions factices, mais il y a aussi des émotions supra-utiles. Et Ah non, mais les elles sont émotions, toutes utiles. elles sont toutes utiles, mais Elles ont une utilité. voilà. Mais certaines sont des fois, on les appelle toxiques parce qu'elles s'invitent pas dans le bon tempo, pas au bon D'accord. moment, pas avec la bonne intensité. Mais effectivement, globalement, l'émotion, c'est quelque chose qui est là pour t'aider. Mais l'émotion, c'est quelque chose de terrain. C'est empirique, c'est pragmatique. Moi, je suis issu d'une famille de paysans, des gens de la terre. Personne n'a de diplôme dans ma famille, à part mon frère et moi. Mais bon, on va savoir pourquoi. Mais derrière, c'est quelque chose qui te maintient en relation directe avec ce qui se passe dans ton environnement. Il n'y a pas plus réaliste qu'une émotion. Et ça, avant, on travaille sur l'intelligence émotionnelle, etc., avec les équipes, c'est ce que vient de dire ce concept. Mais c'est ça, en fait, c'est que quand tu simplifies les choses, tu restes au contact de tes émotions premières qui ont un truc à te dire sur ce qui est en train de se passer dans ton environnement et qui peut avoir un impact direct sur ton niveau de bien-être, sur le niveau de bien-être des autres et sur, en gros, la réalisation ou non de ton objectif. Et d'ailleurs, il y avait c'est un paléontologue que j'adore qui s'appelle Stephen Gould et qui disait la vie, parfois, elle préfère la simplicité à la complexité. Et il a raison. Je veux dire, aujourd'hui, on se crée des charges mentales de fou à essayer de penser à tout mettre en équation, en machin, alors que derrière, enfin, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Ouais. Et Donc, c'est intéressant parce que tout à l'heure tu disais que ce qui nous différencie en tant qu'être humain, c'était cette capacité à créer de la relation, à créer du lien, et c'était la force de l'être humain, et que la chance était dans l'action et dans la relation à l'autre. Et j'entends qu'en fait la première étape du chanceux, alors dis-moi si je me trompe, mais il n'est pas dans la relation à l'autre, mais il est dans le fait de ne pas se couper à la relation à lui. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, quand tu t'es en résonance avec toi-même, Ouais. tu vas vers les autres. Et d'ailleurs, tu sais, je vais te donner un truc, hein. Moi, j'ai observé aussi dans ce bouquin, et j'avais pas prêté attention avant, mais les gens qui sont dissonants par rapport à eux-mêmes, et donc ils ont presque un handicap à aller après vers les autres parce qu'ils doivent d'abord se soigner. Donc, tu vois, pour pouvoir aller voir les autres, il faut un peu soigner, etc. Ces personnes-là, en fait, elles se mentent à elles-mêmes. Et en se mentant à elles-mêmes, il y a tout un tas d'émotions extrêmement désagréables qui viennent les habiter. Et ces émotions, il se trouve que tu as des travaux de recherche qui montrent que quand tu as des émotions toxiques qui s'invitent trop longtemps, trop fréquemment chez toi, eh bien, ces émotions-là, mais vont avoir un impact sur, vont créer des troubles psychosomatiques et ça, mais vont même avoir un impact sur la colorimétrie de ton épiderme, donc sur la couleur de ta peau à un moment. Tu vois, toutes ces personnes qu'on voit qui sont aigries. Dans aigri, il y a quoi? Il y a gris. Gris. Comment tu les vois? On les croise tous, ceux-là. Tu sais, qui déambulent comme ça dans les couloirs, comme des zombies totalement médicamentés. Ces personnes-là, et c'est ce que j'ai tout un chapitre comme ça, tout un morceau dans le livre. Ces personnes-là, en fait, quand tu les vois, c'est un des derniers signaux SOS qui est envoyé par leur cerveau en disant inconsciemment, aidez-moi. Je suis dissonant, il y a un truc qui ne va pas. Et quand toi-même, alors on met de côté des facteurs, la maladie, le machin, etc. Mais même quand toi, à un moment, tu sens qu'il y a un truc, c'est pas regarde-toi dans la glace. Tu sais, quand on dirait j'ai une sale tronche, j'ai un sale machin. Ça, c'est ton intériorité qui te dit en fait, tu es engagé sur la mauvaise autoroute et je vais essayer de te la signaler de manière visible. Regarde-toi dans la glace. Cette société qui est super narcissique, etc. Regarde-toi dans la glace et tu verras, tu feras ton autodiagnostic. Il faut que tu changes absolument quelque chose dans ta vie, quoi. Il faut que tu changes le cours des choses. Donc c'est un signal fort, mais on est peu à l'écouter. Ouais, et c'est ça. On est peu à l'écouter, on est peu à voir j'ai un très gros client qui est un cabinet d'audit, un des Big Four, et une des personnes m'avait dit la chance, c'était la capacité à voir les petits papiers qui sont sur la route. Certains les voient pas, et certains les ramassent, certains les ramassent pas. Et dans ce côté de se rendre disponible ou de voir dans le miroir ce qu'on voit tous au quotidien,
Euh, tu vois, j'ai noté ce que tu as dit. En fait, il y a pas de volonté d'attente ou de retour sur investissement Oui. dans la démarche. Parce que moi, la première fois que je fais la conférence, même pas, quand je parle 2 minutes ou tout ce qui s'est suivi derrière, euh, à la différence de la négociation d'ailleurs, qui est un sujet que je maîtrise davantage, dans la négociation, tout ce que je vais te donner, je vais l'apprécier, je vais l'estimer, je vais attendre une contrepartie. Tu vois, il n'y a pas de gratuité là-dedans. Alors que là, ce que tu dis, c'est que pour avoir de la chance, c'est un don qu'on fait aux autres en espérant d'une certaine manière qu'on nous rende. On sait pas qui, on sait pas quand, on sait pas de quelle manière. Donc c'est pour ça que je pense cette notion de don qui est si chère à Marcel Mauss. Ça, c'est très, C'est très un don. intéressant. Ouais, c'est très important ce que tu dis, parce que alors déjà, un des parrains du bouquin, c'est Frédéric Lopez, qui est un gentil notoire. Donc là, tu es en train de parler de don, de bienveillance, etc., de relations positives à l'autre. Dans ce bouquin, moi, une des découvertes que j'ai faites, c'est que contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qui berce notre imaginaire, la partager, etc., que c'est toujours les plus pourris, ceux qui gueulent le plus fort, etc., qui obtiennent tout, etc., bah, dans le bouquin, alors, que ce soit des témoignages ou même des faits scientifiques, bah, on montre que la gentillesse est un facteur clé de la chance. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que quand et justement, la vraie gentillesse, pas la fausse gentillesse où justement tu es faussement gentil et tu attends toi que, allez, je te donne ça, toi tu me donnes ça. Non, la gentillesse authentique, où c'est vraiment authentique dans la distribution de tout ça, là, il y a des résultats de recherche qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que quand tu produis un vrai acte gentil, tu vas augmenter la production d'ocytocine. C'est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. En produisant ça, non seulement tu te sens bien, mais en plus, tu vas augmenter la production d'oxyde nitrique. Ça, c'est cardioprotecteur, c'est-à-dire que ça va faire une dilatation de tes vaisseaux sanguins et ton cœur sera plus protégé. Tu vas sécréter moins de stress, 23% de moins d'hormones cortisol que le reste du monde. Tu vas avoir une espérance de vie plus forte. C'est juste fou. Quand tu délivres 6 actes gentils, à nouveau authentiquement gentils, par semaine, eh bien, tu vas avoir beaucoup moins de pointes d'angoisse. Tu vas réguler en fait ton stress plus facilement. Et il se trouve que faire ça te permet d'avoir un effet beaucoup plus fort sur ta santé et sur ta psychologie que pratiquer 4 fois du sport dans la semaine. C'est juste puissant. Et ce qui est extraordinaire dans cette société qui vénère quand même une espèce de forme de méchanceté, je fais un sondage à un moment dans le livre, et en gros, tu vois que les 3 personnalités que la société promouvoir le plus, c'est le pervers narcissique, c'est la personne machiavélique, c'est les personnes avec tendance psychopathique. Et le gentil, il est relayé tout derrière vraiment de ce classement. Bah, sur cette notion de don, tu vois, on a cette phrase qui est violente, que j'entends beaucoup en formation, c'est ce trop bon, trop con, tu vois, la gentillesse est ramenée à quelque chose qui est pas très agréable, quoi. Alors que tu peux être gentil et avoir de l'assertivité. Tu vois, sans renier à tes principes, sans renier à tes valeurs, tu peux avoir ce fameux goût de l'autre et produire des choses. Parce que tu sais inconsciemment, ton cerveau sait inconsciemment, alors là je le conscientise, là, mais que ça t'apporte toutes ces choses-là. Et il se trouve quand même que, et ça c'est une stat que j'ai trouvée aussi, je donne toutes les références aussi dans le bouquin, mais tu as 30 à 50% de la population qui est composée de vrais gentils. Donc contrairement à ce qu'on croit, en gros, et là je fais plaisir un peu à Darwin, c'est que instinctivement, la gentillesse, l'empathie, la bienveillance est inscrite en nous en fait. C'est vrai. Et alors, instinctivement, elle est inscrite en nous. Et j'ai envie de te dire, si je me fais l'avocat du diable pour reprendre un peu l'expérience de Stanford de Zimbardo, qui nous montre en fait qu'on a du bon et du moins bon, mais c'est pas forcément nos croyances qui vont impacter notre comportement, c'est la situation qu'on va vivre qui va faire ressortir la meilleure partie de nous ou la moins bonne partie de nous. Et ça veut dire que c'est charge à nous dans notre relation à l'autre, c'est ce que je dis beaucoup en négociation, de créer les conditions les plus favorables à cette bienveillance, parce que ça existe chez l'autre. Et si je veux l'avoir, je peux créer les conditions pour faire sortir le meilleur de l'autre, mais si je perçois l'autre comme un pourri, un méchant, un pas beau, etc., par prophétie autoréalisatrice, je peux aussi créer les conditions pour faire ressortir le moins bon chez lui. Mais de toute façon, quand tu es face à quelqu'un de gentil, tu as de fortes chances, il y a aussi des études qui le montrent, en fait, d'être contaminé par cette gentillesse. C'est ça. Donc, même si tu as une enflure toxique qui est face à quelqu'un
certifiée, tout ça, une ampleur toxique vraiment qui est dans ce jeu-là, du moi, etc. Tu la mets face à un gentil de manière récurrente, etc. Cette personne-là sera moins toxique, in fine. Donc ça, il y a une espèce de magie. Et en plus, tu sais, il y a un truc aussi, là on parle de la gentillesse, etc. Et je développe ça dans le bouquin, je donne des petits trucs et tout. Mais il y a un autre truc qui est caractéristique. On est dans une société aussi qui est, à mon sens, beaucoup trop sérieuse. Beaucoup trop sérieuse. Et tu vois, tout le monde se prend au sérieux. Tu vois, ne serait-ce que regarde tous les filtres et les trucs que tu vois sur les réseaux. En fait, tout le monde veut montrer une image très particulière de soi. Enfin bref, c'est très compliqué. Et moi, je pense qu'on doit jouer beaucoup plus, mais au sens premier du terme. Et je vois aussi que les personnes, les serial chanceux que j'ai rencontrés, et c'est des personnes extraordinaires, hein, t'as des mecs des forces spéciales qui ont réussi à avoir comme ça une accumulation de moments chanceux, bah, toutes ces personnes-là pratiquent l'autodérision. Et je vais te donner juste une petite anecdote qui m'avait surpris. Il y a un type qui s'appelle Captain Hawk. Captain Hawk, c'est le père spirituel de Bear Grylls. Donc Bear Grylls, pour ceux qui connaissent pas, c'est cet ancien des forces spéciales britanniques et qui a une émission qui s'appelle Man vs Wild qu'on retrouve sur la TNT, etc. Et Captain Hawk, donc, c'est son père spirituel parce que Captain Hawk, c'est un des premiers à avoir lancé ces émissions un peu de survivalisme aux États-Unis sur Discovery, donc il est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, ancien des Bérets Verts. Et Captain Hawk, il me raconte un épisode, et je le raconte dans le bouquin, il y en a d'autres comme ça à chaque fois avec une conclue. Et cet épisode, il dit, à un moment, on voulait survoler un territoire ennemi, donc là, il est encore dans les forces spéciales, et on avait confisqué le jet privé d'un baron de la drogue. Et donc, il se retrouve au-dessus du territoire ennemi, et là, il y a une panne moteur. Il y a un moteur qui tombe en panne. Ok, il y a un deuxième moteur, le pilote est encore un peu confiant. 30 secondes plus tard, le deuxième moteur tombe à panne. Là, panique générale à bord. Les mecs, ils ont beau être super entraînés. Là, ils sont dans une boîte de métal au-dessus. Si tu veux, ça va scratcher et ça va faire des morts. Et le pilote, il a la petite gouttelette qui ruisselle là, le long de son front. Il est en panique totale, il ne sait pas quoi faire. Et à un moment, il se passe un truc extraordinaire. C'est qu'ils se mettent, mais quasi tous au même moment, à se foutre d'eux-mêmes. Tu sais, un peu comme ce rire nerveux que tu peux avoir à un enterrement ou un truc comme ça. Et là, Captain Hawk, il commence à leur dire, les gars, vous imaginez, on se scratch dans ce truc, les gros titres des journaux le lendemain, les forces spéciales américaines, tu vois, qui ont craché dans le jet privé d'un baron de la drogue, dans un nuage de cocaïne, le machin, la honte totale, on n'a pas fait quand même 20 ans de service, de bons et loyaux services dans le truc pour finir comme ça, quoi, honteux. Et ils se foutent d'eux-mêmes, et là, poum, il y a des tilts, il y a des eureka. Parce que quand tu pratiques l'autodérision, tu vas libérer en fait cette tension psychique. Ouais. Et tu vas favoriser ce qu'on appelle, et ce que tu connais, la pensée latérale. C'est-à-dire que tu peux arriver à être créatif dans une situation quelquefois très stressante, mais en te prenant pas au sérieux. Et là, le pilote, conclusion du truc, donc le pilote, il commence à se marrer et tout. Et les deux moteurs sont en panne, ils n'arrivent pas à faire. Et le type, il a cette idée, il dit, il faut qu'on fasse demi-tour. Il faut qu'on surfe sur un des courants du vent particulier. Et il a le souvenir que quelques kilomètres auparavant, il y avait un terrain où il pouvait atterrir. Et le gars, il réussit à atterrir et donc ils sont tous sains et saufs. Pratiquer l'autodérision, c'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est une vraie pompe à endorphine. C'est-à-dire que quand tu pratiques ça, en plus, tu ressens même plus la douleur. C'est-à-dire que si tu es en situation critique, où il y a un truc qui te fait mal, mais même psychiquement, eh bien, il va te faire beaucoup moins mal parce que tu fais ça. Donc, ces personnes-là sont des gélotophiles. Alors, rien à voir avec des fans de glace italienne. Gélotophiles, c'est-à-dire que tu es juste ouvert à l'autodérision. Les serial chanceux, ils sont ouverts à ça et ils savent que quand ils pratiquent ça, ils transforment un truc négatif en quelque chose de positif. Mais des trucs comme ça, il y en a plein. Et je peux t'en raconter des tonnes si tu veux, mais il y a plein de choses moi qui m'ont surpris, comme la seconde langue. Ça, c'est pour le public, les négociateurs qui t'écoutent. Tu es un moment dans une négociation, ces fameuses négociations flash où en peu de temps, tu dois produire un résultat. Il y a un stress qui est énorme. Il y a quelque chose il faut que tu décides vite, etc. Moi, je vous invite tous à faire un truc qui peut vous paraître un peu hallucinant, mais qui fonctionne. Et ça, c'est Annette Herfkens, la survivante du crash d'avion, et Captain Hawk,
qui me l'ont chuchoté à l'oreille. C'est quand c'est complexe, quand la négo elle est complexe, quand elle est stressante, à ce moment-là, vous pensez dans votre tête le problème ou le truc qui vous turlupine dans votre deuxième langue. Et vous essayez de répondre à ce problème dans cette deuxième langue. Et là, il se trouve que mes observations empiriques, certains résultats de recherche montrent que tu vas avoir un espèce de tilt qui va te permettre finalement de prendre la bonne option. Pourquoi? Alors, il y a deux hypothèses possibles. Okay. Soit la première hypothèse, on va dire, c'est l'hypothèse analytique. Quand tu penses dans ta deuxième langue, ben en fait, tu vas prendre un peu plus de distance, Ouais. tu vas avoir une pensée plus délibérative, etc. Et donc, en gros, tu prends de la hauteur sur le problème et les choses te sont plus visibles comme ça parce que tu es en hauteur, etc. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse que je défends un petit peu plus, quoique, à nouveau, hein, les deux se valent, c'est l'hypothèse émotionnelle intuitive. Quand tu penses dans ta deuxième langue, imaginons hein, pour la plupart d'entre vous, la deuxième langue, c'est plutôt l'anglais. En fait, dans cette deuxième langue, peu importe la deuxième langue, tu bénéficies de moins de vocabulaire. Ouais, Ton donc tu es obligé de dictionnaire, simplifier. il est moins touffu. Tu as des tournures de phrases beaucoup plus simples, hein, sujet, verbe, complément. Les mots, voilà, c'est une première langue et le français, il y a moins de triple, quadruple sens hein, qui peuvent te perdre. Et ça te permet, pour faire ce qu'on avait dit précédemment, de rester connecté à ton matériau premier, ton matériau émotionnel, à tes intuitions de départ. Et donc là, parce que tu as moins ce vocabulaire, en fait, il y a moins de verbiage, il y a une espèce de flot artistique que tu vas dissiper et tu vas rester connecté à vraiment cette chose première. Peu importe, finalement, lequel de ces chemins, analytique ou émotionnel, est le plus juste, est le plus vrai. Ces deux-là, dans les deux cas, c'est le même terminus. On dit que quand tu penses dans ta deuxième langue, derrière, tu as une vision du truc de la situation qui est plus claire. Tu as une espèce de clairvoyance qui arrive et généralement, tu optes pour la bonne option. Génial. Génial. Si je dois résumer tout ce qu'on s'est dit, là, on a vu beaucoup de choses, mais comment provoquer sa chance? D'une certaine manière, t'as cette notion d'action, d'être dans l'action, de pas être dans la passivité, parce que je crois que c'est les mots de Philippe Gabillier, c'est que la chance a horreur de la routine. Donc, il faut sortir de ça, ou sinon c'est du hasard. Être dans cette relation aux autres, il y avait une notion de gentillesse, de bienveillance, et d'une certaine manière, c'est cet oxymore d'être altruiste, mais par égoïsme, c'est important. Et d'être ouvert même à l'autodérision et avoir un autre regard de la situation pour avoir une pensée latérale, pour penser dans une autre langue, en tout cas pour voir les choses sous un autre prisme. C'est passionnant. J'ai une dernière réflexion qui me vient en tête. Dis-moi ce que tu en penses quand tu écoutes les gens sur une situation de vie qui leur arrive. Il y a toujours cette notion de dire j'ai réussi parce que je suis bon, parce que je travaille, parce que je suis fort, parce que je suis beau, ce que tu veux, et j'ai échoué parce que j'ai pas de chance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une volonté de rationalisation pour se protéger soi en tant qu'individu? Et comment peut-être inverser cette croyance si elle est fausse? Il se trouve en fait quand ça va pas, quand tu échoues, généralement on reporte la faute sur l'environnement, sur l'extérieur. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute à autrui. Donc on rentre en fait dans un processus de victimisation. Et ça, j'en parle beaucoup dans le bouquin. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu es là-dedans aussi, la première chose que cherchent les gens, c'est l'attention d'autrui. C'est de la compassion, c'est de l'empathie. En fait, ils cherchent de la chaleur humaine. Sauf que si tu es tout le temps dans ce registre de je suis une victime, c'est la faute, quand ça va, c'est la faute d'autrui, etc. Au bout d'un moment, les gens, ça les embête et ils n'ont plus envie, en fait. Ils n'ont plus envie de te voir, ils n'ont plus envie. Tu crées une distance parce qu'ils vont se dire, attends, il va encore se plaindre, etc. Donc là, d'ailleurs, on propose tout un espèce de caisson, de caisse voilà, pour se décontaminer, en fait, de cette espèce d'idée qui rumine un petit peu comme ça, qui tourne en boucle dans notre tête et pour sortir de ce statut de victime. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'explorateurs qui me disent, en fait, il faut renverser les rôles. Un peu comme quand tu es, alors je prends cette image volontairement, mais tu es attaqué par un lion. J'ai des gens d'ailleurs qui avaient témoigné de ça. En fait, tu prends pas tes jambes à ton cou, tu fuis pas en fait le problème.
tu l'affrontes. C'est-à-dire, tu vas faire des mouvements amples comme ça avec les bras, tu vas crier, tu vas même avancer vers le problème. Et ça te permet finalement de résoudre le problème. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la défaite. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où on se met beaucoup trop la pression sur la victoire qu'on veut atteindre. Et quand tu vois, tu as plein de youtubeurs, tu le vois, qui te disent « Attends, en 24 heures, vous allez gagner votre premier $1 million. » Tu sais, tu as des espèces de fausses promesses comme ça. Et ça, si tu veux, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à se fixer des objectifs de fou qui dépassent même tes propres envies, en fait. Et tu parlais à un moment de petites victoires, etc. Moi, je suis très d'accord avec ça. Tu vas d'une petite victoire vers une moyenne victoire. Et après, mais tu vas vers quelque chose qui correspond à tes valeurs, à ta volonté, à tes intentions, etc. Mais si tu vises tout de suite un truc très, très haut, eh ben, il y a de fortes chances que derrière, déjà, tu le décroches pas et qu'après, tu sois vraiment t'entres dans des dimensions extrêmement déceptives où tu vas te dévaloriser, tu vas perdre de la confiance, ton estime de toi. Tu sais, moi, ma mère, elle me disait toujours la chose suivante. Elle me disait, tu sais, la lune, elle est bien accrochée. Je sais pas pourquoi tout le monde veut la décrocher. Et elle a raison, en fait. Il faut se fixer des objectifs qui résonnent finalement avec ce qu'on a vraiment envie. Et ça nous permettra comme ça de gagner en confiance. Et c'est ça qui vient alimenter la chance. Et l'autre truc qui est à mon sens essentiel, c'est qu'il faut relativiser aussi. Je te parlais avant du jeu, de l'autodérision. On est un accident cosmique. L'être humain, c'est un accident cosmique. En fait, si aujourd'hui tu devais rembobiner le film de l'histoire de la vie, de l'humanité, tu plantes la graine au même endroit, tu places les mêmes conditions, la probabilité est extrêmement forte que l'espèce humaine jamais n'apparaît. Bien sûr. Jamais. Et donc, quelle chance en fait d'être des bipèdes comme ça, capables de socialiser. Ce qu'on fait là, c'est super, c'est génial. Mais aussi, faut se dire qu'on a un CDD de vie sur cette petite boule bleue. On a cette chance-là, là au beau milieu de l'univers, de multiples univers, d'être vivant. Qu'est-ce que tu fais de cette chose-là? Et il est court, hein, ce CDD. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu restes dans l'inaction ou est-ce qu'à un moment, tu te bouges, tu changes le focus? Voilà, si tu étais trop focalisé sur quelque chose de négatif, bah voilà, tu regardes tous les bénéfices cachés qui jalonnent en fait ta vie, etc. Donc c'est voilà, je crois qu'il faut aussi relativiser et pas forcément se comparer à plus chanceux que soi. Ouais. C'est important. Et puis en plus, le problème, c'est que la comparaison, c'est qu'on compare toujours notre intérieur avec l'extérieur des gens. Et les gens communiquent souvent, plus sur leur succès. Ça donne une illusion que tu dis très bien, une illusion de la réussite qui n'est pas adaptée. Moi, ma première prise de conscience là-dessus, c'est que j'étais allé voir Social Network, c'est le film sur Zuckerberg, et ma réflexion en sortant du film, je me suis dit, mais c'était pas plus compliqué que ça de créer Facebook. Tu vois, le film était tellement bien fait, je me dis, mais en fait, ça aurait été n'importe qui aurait pu faire ça. En fait, pas du tout. Mais on est dans une illusion. Et puis même quand on réussit, on montre pas ces temps faibles, on montre pas ces échecs, on montre pas le nombre de fois où il a fallu faire preuve de résilience, rebondir, se réinventer, utiliser ces échecs comme des tremplins. Donc, tu sais, Julien, c'est plus facile en fait de demander le pardon que la permission. Donc dans cette société, tu vois, où tu as des barrières sur tout, où on t'autorise pas ça, ou en entreprise, en machin, tu dis surtout pas le bidon. Non, moi je crois à un moment, il faut oser, t'oses, et après un moment, tu t'oses et t'imposes. Voilà, j'ai fait ça, j'ai machin. Si tu le sens, si c'est en résonance avec toi-même, il y a très peu de chances que tu te trompes. Et au pire, tu demanderas pardon, on va pas te lyncher, quoi. On va pas te foutre sur la place publique et Non, à un moment, voilà, si tu es vraiment en résonance, si tu te mens pas à toi-même et que tu as un truc fort en toi, ben vas-y, il faut y aller, quoi. Et sans forcément suivre des choses, alors, tout en restant éthique, dans le respect de l'autre, etc. Mais tu as peu de chances de te tromper. Et puis l'échec est toujours plus court que les regrets. Donc, ouais, aussi. Vaut mieux y aller. C'était vraiment passionnant à plus d'un titre, Christophe. J'ai l'habitude de finir ce podcast avec une dernière question et je suis impatient d'avoir ta réponse sur le sujet, plus particulièrement par rapport à tout ce qu'on a abordé. Si le Christophe d'aujourd'hui devait rencontrer le Christophe d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Christophe qui est 20 ans plus jeune? Écoute, il lui dirait, fais exactement les mêmes erreurs parce que finalement, tu continueras à être chanceux dans la vie. Et je crois que c'est toutes ces erreurs, tous ces échecs, en fait, qui m'ont amené là, face à toi,
Tu vois, aujourd'hui, je fais un métier qui est un métier passion. J'écris des bouquins, c'est ma passion première. Je parcours le monde, je rencontre des gens extraordinaires. Si j'avais pas eu ce parcours de vie avec tout ce qu'il comporte en termes d'erreurs, de fausses routes, etc., j'en serais pas là. Donc, je suis quelqu'un qui est vraiment épanoui, qui a envie de partager. Et donc, ouais, non, j'aurais pas envie de vivre la vie d'un autre. Ma vie me va très bien. Je me fixe pas non plus des objectifs, voilà, qui sont pas en résonance avec moi-même. Donc, non, je dirais surtout, vas-y, continue à faire les erreurs. Fais les mêmes boards. Tu verras. C'est génial, c'est génial. Et je note la dernière partie de phrase qui, pour moi, en plus, fait écho à beaucoup de choses. Et je trouve que, tu vois, le contentement est une véritable vertu. Oui. Savoir de se contenter de ce qu'on a et du bonheur qu'on a. C'était passionnant. Très, très grand merci, Christophe, pour ta bienveillance, pour ta générosité dans le partage. C'était vraiment passionnant. Merci à toi, Julien. C'était cool. Super. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Pour Parler. Abonnez-vous si vous avez aimé pour ne pas louper les prochains épisodes. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour Parler, le podcast de la négociation. Merci.